Alors, mais avant tout, je vais vous présenter. J'ai besoin de ma feuille parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur vous que je vais oublier. Non. En fait, Dr Gadbois, vous êtes éthologue et neuroéthologue. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'éthologie, c'est Bonjour tout le monde, Mimi Griette ici. Je suis très heureuse d'avoir en entrevue le docteur Simon Gadbois. Bonjour Simon. Bonjour. Qui a la générosité de me donner un bout de temps dans son week-end super occupé. Il s'en vient à Montréal donner une conférence à laquelle je vais assister d'ailleurs et à laquelle j'ai très hâte d'assister. Et donc, je suis très contente de l'avoir en entrevue pour un petit bout de temps. On va parler de toutes sortes d'affaires. Alors, mais avant tout, je vais vous présenter. J'ai besoin de ma feuille parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur vous que je vais oublier. Non. En fait, Dr Gadbois, vous êtes éthologue et neuroéthologue. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'éthologie, c'est l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Et vous êtes professeur à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Ouais. Alors, vous enseignez le comportement animal et la neuroscience comportementale des canidés. Oui. C'est ça. Donc, canidés, renard roux, coyote, loup, chien. Oui, surtout ça. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce que vous enseignez, c'est simplement comment le cerveau influence sur le comportement? En fait, oui, d'une certaine façon. Il y a certains des cours que je donne qui sont surtout sur le comportement où je vais évoquer à l'occasion le cerveau et d'autres cours où je parle spécifiquement du cerveau, où je donne des exemples sur le comportement. Donc, ça dépend de mon audience. C'est ou bien des étudiants de psychologie ou de biologie ou de neurosciences. Wow. Donc, ça dépend à qui je parle, ça dépend du cours. Mais oui, généralement, il y a les deux. Comportement et cerveau ensemble. OK, good. Vous avez aussi formé un laboratoire des chiens de conservation de la faune. Oui. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool, juste l'expression. Autrement dit, vous avez formé des chiens en détection d'odeur pour qu'ils aillent sur le terrain pister des espèces menacées pour faire un répertoire, répertorier les espèces. Oui, exactement. Good. Et je dirais enfin, vous avez développé un programme de recherche sur les applications biomédicales, de la détection et discrimination d'odeur. On parle ici tout simplement de chiens, de diagnostic de maladies et d'assistance médicale. Oui, en fait, on ne fait pas tellement de diagnostic proprement dit, autant que des chiens qui font de l'alerte de certaines conditions médicales. Et présentement, alors dans le passé, on a travaillé avec des chiens qui pouvaient le faire pour le diabète. Donc, s'il y avait une montée ou une descente du niveau de glucose dans le sang qui était trop élevé, le chien allait le signaler. Mais maintenant, on s'est concentré plus sur les chiens qui travaillent avec les gens qui ont le stress, l'anxiété? Oui, l'anxiété générale, mais aussi le syndrome d'anxiété post-traumatique. Ah, OK. Donc, le chien alerte la personne souvent avant que cette personne-là se rende compte qu'elle va avoir une crise d'anxiété. Une crise d'anxiété, donc c'est pour ça qu'on parle d'assistance médicale. Oui, exactement. Super. Alors, je vous remercie encore. Je suis vraiment privilégiée de vous avoir, je veux vous le dire. Non, mais pour moi, c'est super. J'admire ce que vous faites et tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je suis passionnée des chiens, mais je suis passionnée de science aussi. Fait que là, je suis doublement gâtée aujourd'hui. Donc, on va aborder quelques sujets. On va essayer de ne pas perdre notre auditoire. Mon auditoire est beaucoup propriétaire de chiens. Ouais. Donc, on va essayer de ne pas s'en aller trop dans le scientifique. Pas les perdre, ni se perdre nous autres non plus. Ça va. Mais avant tout, quand je donne des entrevues, c'est sûr que je demande à mon invité de ses connaissances, mais j'aime aussi parler de la personne parce que j'aime ça voir qui j'ai en entrevue, puis je trouve ça intéressant de toujours connaître l'histoire de mes invités. Okay. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez rapidement de votre parcours dans le sens où, est-ce que, mettons, vous avez commencé vos études en ayant dans l'idée où est-ce que vous êtes aujourd'hui, d'être chercheur neuroscientifique, ou bien c'est la vie puis les rencontres qui vous ont emmené là où vous êtes? C'est oui et non. En fait, dès l'âge de 11 ans,
je savais que je voulais être comme Corinne Lorenz. Et la raison, c'est que j'avais lu un livre de Corinne Lorenz, Tous les chiens, tous les chats, ou Tous les chats, tous les chiens, en fait, je ne sais plus dans quel ordre. OK. Et qui m'avait été donné par des amis de mes parents. Et Corinne Lorenz est très connue pour avoir étudié les loups, mais les chiens aussi, un éthologue d'Autriche. Ouais. Et j'ai tout de suite décidé, c'est ça que je veux faire. Okay. Ça, je me rappelle très bien à 11 ans. Hey, et cool. Alors qu'à l'époque, tout le monde voulait que je devienne un vétérinaire, évidemment, parce que si on aime les animaux, évidemment, on veut devenir vétérinaire. Alors que moi, ça me disait absolument rien d'être vétérinaire. Ça m'inspirait pas du tout. Mais d'étudier les animaux dans leur milieu naturel, ça me disait beaucoup. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé, sauf qu'évidemment, tout le monde se foutait de ma gueule, y compris mes parents, parce que qui va faire une carrière comme ça? Alors, je ne gagnerai pas d'argent, peut-être exactement. Ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident, parce que il y a pas... C'est difficile de se spécialiser dans le comportement animal. Il y a plusieurs façons de le faire aussi, ce qui complique les choses. Mais ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai fait mes sciences de la santé au cégep. Pourquoi pas les sciences pures, je ne me rappelle pas. Il y avait plus de biologie, je pense, et c'est ce qui m'intéressait. Puis après ça, je suis allé faire ma bio. Mais au beau milieu de mon diplôme de biologie, je me suis rendu compte que le département où j'étais faisait très peu de comportement animal et très peu de système nerveux. Et à l'époque, c'était les deux choses qui m'intéressaient le plus. OK. Et puis, au département en haut de la côte, qui était un département de psychologie, il faisait énormément de comportement animal puis énormément de système nerveux. Alors, je me suis dit, c'est là que je vais aller. Mais en fait, ce que je me suis retrouvé à faire, c'est ce qui est très commun dans le Canada anglais puis dans le monde anglo-saxon de façon générale, c'est que j'ai fait un diplôme, on dit en anglais double major, c'est-à-dire en psycho et en bio combiné. OK. Et en fait, c'est la meilleure combinaison parce qu'on devient en biologie très spécialisé sur le comportement et en psycho très spécialisé sur le comportement animal. C'est la meilleure combinaison et on ne fait pas de botanique et puis les trucs qui ne nous intéressent pas en bio ou psychoclinique, j'ai pas touché à ça du tout. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Puis, donc, j'ai passé du temps avec des biologistes, avec des psychologues expérimentalistes, mais presque tous ces gens-là faisaient beaucoup de travail avec le cerveau aussi. OK. Donc, j'ai vraiment intégré la psycho, la bio et la neuroscience. OK. Ah, c'est Mais super. je me considère plus éthologue parce que si on me mettait le fusil à la tête en me disant lequel des trois, si j'avais à choisir, ça serait éthologue. OK. Ouais. Cool. Ben, comme quoi, chaque histoire est intéressante et chaque parcours est intéressant. Alors, on va aborder quelques sujets. Là, ça doit faire 3 millions de fois que les gens vous demandent ça. Donc, ça va faire 3 millions une fois que les gens vous demandent. Mais je trouve ça quand même important de parler de ce fameux sujet de la dominance parce que mes clients, tout le monde me dit encore « mon chien est dominant, mon chien est soumis ». Puis on sait que le concept de dominance que les gens ont dans leur tête est faux. Donc, j'aimerais ça juste qu'on remette les pendules à l'heure puis qu'on dise puis qu'on puisse voir pourquoi ça vient de là, tout ça, ce faux concept-là. Bien, en fait, c'est un peu triste parce que c'est un peu de la faute, un peu de la faute de Corinne Lorenz, en fait, parce que c'est un de ceux qui a mis ce concept-là dans la littérature populaire dans les années 40, 50, 60. C'est lui qui a mis ça, qui a rendu ça un peu plus public, et en fait, il y a des faussetés, il y a des vérités dans tout ça. Il faut faire bien attention parce que c'est un truc qui est plein de nuances. Il y a des gens maintenant qui vont dire des trucs très radicaux d'un côté ou de l'autre. Et en fait, dans aucun des cas, on est dans la réalité. Okay. En fait, la vraie question, c'est est-ce que le concept de dominance est vraiment pertinent dans le contexte du chien? OK. En effet. À cette question-là, la réponse est non. Pour plusieurs raisons. Mais premièrement, la raison la plus évidente, c'est qu'on a passé, on sait maintenant des milliers d'années, à faire la sélection artificielle ou, si on veut, l'élevage sélectif du chien ou du loup, si vous voulez, de façon très stricte pour précisément se débarrasser des comportements d'agression et des comportements de dominance, en guillemets. Donc, pour cette première raison, c'est pas pertinent. La deuxième raison,
c'est que dans certaines meutes de loups, si on revient aux loups, dans certaines meutes de loups, il y a de la dominance. Dans d'autres, il n'y en a pas. Il y a en fait énormément de flexibilité chez les loups de ce côté-là. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, les loups rentrent dans les hiérarchies de dominance seulement lorsqu'ils sont à sexualité sexuelle. À maturité sexuelle. Maturité sexuelle, OK. Alors, maturité sexuelle, qui est à l'âge d'1 an ou 2 ans, là, ils vont rentrer, peut-être, si elle existe dans cette meute-là, dans une certaine hiérarchie. Bon. Là, il ne faut pas oublier que lorsque ça existe chez les loups et chez tous les autres animaux qui ont des hiérarchies de dominance, le but de la hiérarchie de dominance, c'est de se débarrasser des conflits. C'est pas de les créer, c'est de se débarrasser des conflits. C'est pour donner une certaine structure, qu'on sache où se retrouver dans tout ça. Okay. Sauf que, dans le processus de domestication du chien, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, ce qu'on dit en anglais, neotenized, on a néoténisé le chien, en fait, on a juvénilisé le chien, qui fait en sorte qu'un chien adulte est à peu près l'équivalent d'un loup, d'un an ou deux. Okay. Autrement dit, le chien qu'on a est techniquement pas le loup à maturité sexuelle. En termes de développement, il y a quelque chose qui s'est complètement déphasé, là. Autrement dit, nos chiens sont pas faits pour comprendre c'est quoi cette politique de hiérarchie de dominance, même s'il y en avait. OK, bon. Je comprends. Alors que maintenant, je dis ça, dans certaines meutes de chiens ruraux, en Italie et dans certains autres pays d'Europe et en Afrique, on voit parfois qu'il se recrée un genre de structure sociale qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve chez les loups, mais c'est dilué, c'est pas la même structure, c'est moins efficace, hélas. Ouais. Mais de toute façon, tout ça ne justifie pas les méthodes que les gens préconisent parfois, qui sont des méthodes basées sur la dominance. Il n'y a aucune justification pour ça parce que, de toute façon, c'est des méthodes qui sont basées sur la force, sur la peur, sur le stress, sur la punition, alors que la façon déontologique ou éthique de dresser les chiens, d'éduquer un chien, c'est de prendre une approche douce, c'est d'utiliser le renforcement positif. Et moi, j'en fais en fait plus une question d'éthique et de déontologie qu'une question scientifique. OK. Je pense qu'on peut se perdre très facilement dans le débat scientifique. Est-ce qu'il y a de la dominance, est-ce qu'il n'y en a pas, combien est-ce qu'il y en a chez les chiens versus les loups. Il y a même la question, est-ce que les chiens viennent vraiment du loup? Ouais, ça, on sait que génétiquement, c'est pas mal réglé que oui, okay. Sauf qu'il y a quelques doutes, dans certaines populations. Mais voyez-vous, c'est ça l'idée, c'est qu'on peut tellement se perdre dans ce débat-là que, à mon avis, c'est simplement mieux de dire, il y a une façon déontologique d'encadrer nos chiens. Mais c'est ça. Et moi, je prends toujours le cadre de référence de mes enfants. Et je sais que c'est pas la même chose, mais je dis, je ferai jamais à mes chiens ce que je ferai pas à mes chiens. À mes enfants. Ouais. Mais c'est sûr, mais oui. Donc, je traite mes enfants positivement, j'utilise pas de punition le moins possible, évidemment. Tous les parents savent comment donner ça se passe. Mais bon. Pas le choix, mais bon. Mais l'idée, c'est que je veux en fait vivre avec un animal qui est mon égal, qui est un partenaire, qui est un compagnon, qui est un ami. C'est ça. Et non pas un subordonné que j'essaie constamment de contrôler, en m'imaginant en plus que lui, il essaie de me contrôler. Mais c'est ça. Alors que non. C'est bizarre parce qu'on dit qu'un chien essaie de nous contrôler, mais on n'a jamais dit qu'une perruche ou un lapin essaie de nous contrôler. Mais ça, et pourtant, alors ça c'est un très bon exemple, justement chez les perroquets, il y a avec les perroquets, même familiers, une assez bonne relation de dominance. Hein? Ils vont être agressifs, il faut... je dis pas qu'il faut pas les battre, c'est pas ce que je dis, mais c'est des animaux qui sont très naturellement à la recherche de contrôle. Oui, exactement. Donc, non, il n'y a certainement pas de comparaison. Mais les chiens, justement, c'est qu'on a tout fait pendant des milliers d'années, entre 8000 et 15 000 ans de sélection artificielle pour se débarrasser de ces comportements-là. Okay. Donc, c'est un peu farfelu d'essayer de les ramener dans le débat. Puis de toute façon, même si on débat scientifiquement, des lustres, il reste que la réalité est là et on sait que être en compagnonnage avec nos chiens, les éduquer de façon éthique, c'est beaucoup plus efficace.
Absolument, bien sûr. Donc, je rebondis là-dessus parce que l'année passée, j'ai assisté à votre conférence ici. Puis, il y a quelque chose qui m'a... Oui, j'ai vraiment appris quelque chose, ça m'a frappé. On sait que on travaille avec des renforçateurs pour motiver le chien à adopter le comportement qu'on veut au lieu de le forcer. Fait qu'on est en renforcement positif au lieu de punitif. Donc, on est dans la motivation, mais vous avez dit que ce qui est encore plus fort chez le chien, c'est l'anticipation. Pouvez-vous m'expliquer ça un peu? Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, ça vient un peu l'idée que les nouvelles théories de la motivation chez l'humain, mais aussi chez l'animal, sont des théories vraiment qui sont basées sur cette idée que ce qui nous fait faire des choses, c'est l'anticipation de ces choses-là. C'est plus important encore que le renforçateur lui-même. OK. Et c'est essentiellement ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est tellement logique, ça explique tellement de choses que les gens font, y compris aller au travail à tous les jours, et puis de recevoir un bout de papier, un chèque qui est notre, etc. Exactement. C'est un renforçateur. Pourquoi? Ben, parce qu'il va nous permettre d'acheter de la bouffe, à payer le loyer, puis à se payer des plaisirs. Les paiements de voiture, se payer des plaisirs, aller prendre une bière, etc., etc. Ouais. Mais on est en fait tellement... dans le temps, du moins déconnecté avec le renforçateur immédiat, qui est d'aller prendre notre bière et puis de faire notre paiement de voiture, que c'est difficile d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais les nouvelles théories qui examinent le cerveau et comment le cerveau répond au renforcement se rendent compte qu'en fait, on arrête vraiment de se comporter, de vouloir faire des choses, alors qu'on fait la consommation du renforçateur. C'est lorsque le renforçateur n'est plus là qu'on recommence à travailler en anticipation du renforçateur. Okay. Donc, c'est ça la clé et ça explique beaucoup de choses, y compris le comportement de nourrissage, le comportement de chasse chez les animaux. Pourquoi, malgré plusieurs échecs, ils s'y remettent, c'est parce qu'il y a une très forte anticipation du renforçateur, de ce qu'ils vont manger plus tard. C'est ça qui les fait agir finalement. Donc, on pourrait donner, vous donner un exemple humain, mais c'est vraiment l'anticipation. Puis on peut être, des fois, on n'a pas toujours le plaisir tout de suite. Je parle de renforçateur là, de plaisir. Mais on est dans l'anticipation que ça s'en vient, puis c'est encore plus excitant pour nous. On peut comparer ça comme ça. Et absolument. Et dans certains cas, ça peut même devenir pathologique. Alors, comme par exemple, dans le cas du gambling, par exemple, là, ça devient, il y a des gens qui vont perdre, mais ils continuent. Alors, on se demande, mais comment se fait-il qu'ils continuent à mettre l'argent dans la machine alors qu'ils n'arrêtent pas de perdre? Ben, hélas, les théories de l'anticipation expliquent ça, en fait, en le mettant dans un contexte qui démontre qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, encore une fois. Peut-être que la prochaine. Peut-être. Et il continue. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on entraîne un chien, en fait, on a un peu le contrôle sur cette anticipation-là. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça veut dire aussi que souvent, je pense qu'on est un peu trop rigide sur la façon avec laquelle on décide de donner un renforçateur à chaque fois qu'un animal produit une bonne réponse. Okay. Alors qu'en fait, c'est pas nécessaire. Okay. Théoriquement, c'est pas nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, si on le fait à chaque fois, on sait très bien que ce comportement-là va pas se maintenir aussi longtemps si on arrête le renforçateur. Ça, c'est un des facteurs. Et l'autre facteur, c'est qu'en fait, le chien serait possiblement encore plus motivé s'il y a un petit peu d'anticipation. Là, tu m'as pas donné la croquette. Je vais-tu l'avoir la prochaine fois? Mais on s'est mis, dans le monde moderne, je sais pas pourquoi, parmi les entraîneurs de chiens, cette idée que non, le chien va arrêter de travailler si on ne lui donne pas la croquette à chaque fois. Bien, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Okay. Mais ça, il faut faire attention parce que je pense que ça, il faut être un peu un professionnel pour pouvoir savoir quand le faire. Moi, je vois souvent des gens qui essaient de réduire le renforçateur ou le renforcement de façon générale et ils vont trop vite. C'est ça. Souvent, c'est que les gens vont trop vite. Oui. Mais il faut juste pas se torturer si on a oublié de donner une croquette à un moment donné que le chien a fait quelque chose. Oh mon Dieu, il va perdre tout. Oui, non, exactement. Au contraire, ça va motiver le chien encore plus.
quand je rencontre de mes clients, la plupart du temps, les gens nous appellent pour travailler un problème de comportement. Puis les gens, ils focusent sur le comportement. Et souvent, ils oublient que derrière le comportement, il y a une émotion. Donc, puis autour de tout ça, il y a des hormones, il y a le cerveau. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que les gens comprennent que c'est tout comment on appelle ça? Un système. C'est un système complexe, oui. Donc, on peut-tu un petit peu élaborer là-dessus pour que les gens ils voient que leur chien, s'ils ont un problème de comportement, c'est pas juste un comportement. Ben, j'ajouterais même à votre liste un autre élément qui est l'environnement. Et puis là, je parle vraiment de l'environnement immédiat. Oui. Parce que surtout dans mon école de pensée à moi, qu'on appelle en neurosciences et en éthologie l'école perception-action, il y a beaucoup cette idée que le chien et n'importe quel animal, même l'humain en fait, agit dans son environnement en fonction de ce que l'environnement offre. C'est le concept en anglais de affordance. Okay. Ce qui est d'intéressant avec ce concept-là, c'est que souvent mes étudiants au laboratoire vont venir me voir à mon bureau. Ils vont me dire Gadebois, ça marche pas, ce chien-là, il comprend pas ce qu'on essaie de lui demander de faire. Parfois, c'est des discriminations d'odeurs complexes. Je descends au labo, je regarde le chien travailler un peu, puis je me rends compte, en fait, le chien, il comprend pas le setup. Il comprend pas l'environnement. C'est très artificiel, c'est très stérile, c'est très labo, il le voit pas. Ça fait que je sors des boîtes, des enveloppes, des bouts de papier, je cache les odeurs dans des trucs comme ça, je les mets un peu partout dans la pièce, je le laisse, je lui dis, bon, regarde, ça c'est ton échantillon, renifle, OK, maintenant, va chercher, go find. Et là, tout d'un coup, il allume. OK. C'est la même tâche, c'est les mêmes odeurs, sauf qu'au lieu d'être des petits pots en verre, en ligne bien droite, tout d'un coup, c'est simplement caché, il le voit même plus. C'est peut-être même encore plus difficile parce que tous ces éléments-là sont plus contaminés, je les ai pas nettoyés, je les ai pas, etc. Mais là, il s'engage. Il s'engage. Il est dedans, il renifle à fond. Et puis, littéralement, la prochaine session, on sort les petits pots de verre de nouveau, les petites fioles de verre, et puis il le fait automatiquement. Ça va, okay. Donc, alors, il y a ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des éléments externes à l'animal. Et ça, souvent, on les oublie. L'animal, il fait tel truc, il jappe agressivement à telle et telle personne. Et souvent, si on prend le temps d'observer, on va se rendre compte que c'est toujours dans le salon, vers 4 heures d'après-midi. OK. Il y a quelque chose qui se passe, là. OK. Puis nous autres, on se dit, c'est qui la personne? C'est dans l'histoire du chien, c'est quoi, là? Il s'est passé quelque chose ici, c'est spécifique à cet endroit-là. Bon. Mais il y a aussi ce qui se passe dans la tête et aussi ce qui se passe dans le système endocrinien du chien. Ça peut être les hormones, mais là, c'est tellement de trucs. Si c'est un mâle, une femelle, s'ils ont été opérés ou pas, évidemment. En effet. Il y a tous les neurotransmetteurs qui sont constamment en réaction à l'environnement, mais là, je parle plus de l'environnement en termes de stress, par exemple. Oui. Est-ce que le chien est heureux? Est-ce que le chien a une possibilité de travailler? Les gens qui ont des border collies, qui le gardent chez eux 8 heures par jour sur un sofa. Ça, c'est des chiens qui ont des niveaux de dopamine de base, de baseline très élevés, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de stimuler, qui sont d'ailleurs très sensibles à l'anticipation. Et ça va les rendre très pathologiques, très névrosés, très malheureux d'être dans des conditions comme ça. Donc, l'environnement externe et l'environnement interne du chien, c'est en fait probablement des centaines de variables qui comptent dans un comportement avec un chien particulier. Ah oui, puis en plus, souvent on oublie les besoins du chien. Mm-hmm. Donc, on leur demande d'être comme on voudrait qu'ils soient, et de là, tout... Donc, en fait, mais c'est ça, on revient à l'anticipation. L'anticipation fait sécréter des hormones de plaisir, donc, puis la prochaine fois, ça va être encore plus. Fait que finalement, tout est lié, c'est une chaîne, en fait. Ouais. Et surtout dans la question de l'anticipation, c'est surtout de la dopamine, en fait. C'est un neurotransmetteur qui est très proche justement du système de renforcement. Et c'est un système aussi qui est très rattaché au système moteur. Donc, il nous fait faire des choses, finalement. OK, passer à l'action. Passer à l'action et aussi être attentif à ce qui est autour de nous. OK. De là, la concentration. Super. Moi, j'ai une dernière question pour vous que j'aime bien poser à mes invités. Donc, on sort du chien.
j'aimerais ça que vous me disiez si vous avez-vous fait une erreur, avez-vous fait dans votre vie quelque chose que vous considérez aujourd'hui comme une erreur, mais si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, vous la referiez quand même, cette erreur, parce que ça vous a apporté quelque chose? Oh, parce que ça m'a apporté quelque chose. Ben oui, parce que sinon, en tout cas, que ça vous a apporté ou pas, mais vous comprenez le sens de ma question? J'aime ça prendre ça à l'envers. Oui. Avant d'avoir la dernière partie de la question, j'avais quelque chose en tête. Je vais le mentionner quand même. Bien, certain. Est-ce que c'était une erreur? Je ne sais pas. J'ai dû faire... la plupart des gens qui ont eu des chiens ont eu à le faire. J'ai dû faire une euthanasie d'un de mes chiens. Enfin, plusieurs fois. Mais dans un cas en particulier... ça me dérange encore quand je pense. OK, je comprends. C'est un chien qui... c'est un chien qui... C'était tellement un bon chien, mais qui souffrait, mais c'était pas toujours évident. Ça venait en grande vague. Okay. Et c'était plus ou moins contrôlé par certains médicaments qui la rendaient malade encore plus. Et puis, enfin, je veux dire, c'était une torture. Ça m'a pris des années avant de me décider, en fait. J'ai passé des milliers de dollars dans ce chien-là à essayer de m'assurer qu'elle se sente mieux. Ouais. Et puis un jour, j'ai décidé, OK, ça va plus. Qualité de vie, elle est plus là. Mais évidemment, le matin de l'euthanasie, elle allait mieux. Puis bon. Ouais. Alors, je l'ai faite, mais elle était jeune aussi, elle avait seulement 4 ans. Oui, c'est jeune. Ouais, donc, ça a été difficile. Ouais, mais puis dans ma carrière académique, toutes sortes d'exemples. Oui, certainement, on fait toujours des conneries parfois. Oui. On fait des erreurs, c'est sûr. Mais, mais en tout cas, dans le cas de Kaya, c'était son nom, je le regrette et je le regrette pas. Je pense que j'aurais aimé que les choses soient différentes, mais elles étaient ce qu'elles étaient finalement. Et ça avait l'air d'être une chienne heureuse à certains temps et pas heureuse à d'autres temps. Ouais. C'est toujours très difficile pour les... C'est extrêmement difficile de prendre cette décision-là, je sais. Alors qu'avec d'autres chiens, surtout plus vieux, c'était difficile, mais je veux dire, je me suis pas torturé autant. Mais à 4 ans, c'est normal qu'on se pose la question. Ouais. Un chien de 18 ans, c'est le temps. Là. Ah ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. C'est parfait. Moi, j'aime ça. Pas que je fais pas d'erreur. Mais, disons que... Non, mais c'est ça, c'est bien. J'aime ça que les gens me disent qu'est-ce qui leur vient à l'esprit. Je trouve ça toujours intéressant de les faire revenir sur quelque chose de leur vie pour terminer l'entrevue. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment intéressant. Okay, merci. Donc, demain, pendant 2 jours, demain après-demain, je m'en viens vous écouter avec grand plaisir. Super. J'espère que tous mes auditeurs, mes spectateurs auront appris quelque chose aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Au plaisir. Merci.